suis Abdelhamid Ben Salem, je travaille chez Alstom, la partie énergie. Je suis directeur amélioration continue, ou réduction de coûts pour une des 5 business units d'Alstom Power. Je vais faire un témoignage devant vous cet après-midi sur une vision un peu plus généraliste. Donc vous avez assisté à des présentations très techniques, très poussées, approfondies sur les statistiques, l'utilisation des outils Minitab et des outils statistiques. On va finir la journée avec un témoignage, avec une relecture de ce que c'est la performance opérationnelle ou l'excellence opérationnelle, en particulier en France, parce que j'ai travaillé essentiellement en France. Donc un témoignage sur l'application des outils, l'application des statistiques, mais de façon générale, de façon plus globale, l'excellence opérationnelle hier, aujourd'hui et demain. Donc je vais être peut-être un petit peu critique dans ma présentation. Donc je vais me présenter d'abord. J'ai commencé l'excellence opérationnelle en 98. J'ai connu un ami qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. J'ai été formé Lean en 99, Black Belt en 2000, Master Black Belt en 2007. Et donc, je travaille dans le domaine d'excellence opérationnelle depuis une quinzaine d'années. Cet ami qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, qui m'a aidé dans l'excellence opérationnelle, c'est Minitab. Je l'ai connu aux États-Unis. En travaillant pour une boîte qui fait de la combustion, donc pas du tout du Six Sigma, mais on faisait des plans d'expérience pour en fait développer, concevoir des produits qui sont optimisés en termes de coûts. Et plus tard, on l'a utilisé aussi pour analyser les données sans utiliser du Six Sigma. Donc j'ai connu Minitab en 98, ensuite j'ai connu toute l'équipe Minitab un peu plus tard. Donc Samy vous a présenté les statistiques en 2003, Agnès pareil en 2003, Marianne, Younes, toute l'équipe Minitab, et j'en oublie, tout au long de ces dernières années. C'est une très très belle équipe, c'est une équipe fantastique et je pense qu'elle mérite vos applaudissements. Donc, mon témoignage va relater c'est quoi l'excellence opérationnelle. Est-ce que vraiment l'excellence opérationnelle c'est du Lean, c'est du Six Sigma? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce qu'on a appris depuis, on va dire, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, parce qu'on est très en retard par rapport aux États-Unis sur l'application de cette méthode-là. Et puis surtout, une projection, un forecast, on va dire, sur comment on va utiliser l'excellence opérationnelle dans les années à venir, comment on va l'appliquer dans les années à venir, en particulier en France et en Europe. Et peut-être quelques exemples si on a le temps. Donc, évidemment, quand on parle d'excellence opérationnelle, il y a un besoin. Le besoin, vous connaissez tous, c'est que le marché évolue, c'est que les clients demandent de plus en plus des livraisons dans les délais, en tout cas des délais beaucoup plus courts, une qualité irréprochable et surtout des coûts qui sont beaucoup plus bas. Donc en tout cas, on se bat tous les jours pour répondre aux besoins et on ne peut pas se passer de faire des programmes d'excellence opérationnelle. Souvent, je fais le parallèle avec notre vie quotidienne. On fait du sport pour perdre du poids, comme une entreprise qui a des problèmes de trésorerie, de finances, qui va réduire les coûts, ou alors tout simplement pour rester bien dans sa tête et être performant, ou alors c'est pour viser professionnellement un poste, pour un mannequin ou pour un sportif de haut niveau. Donc l'excellence opérationnelle, c'est quelque chose qu'on le fait aujourd'hui de façon systématique. Parfois, c'est, on va dire, c'est des programmes qui sont tout à fait bien cadrés, tout à fait bien pilotés. Parfois, c'est pas du tout piloté. C'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. On fait sans le savoir. Donc, on le fait pour satisfaire nos clients, pour satisfaire nos actionnaires, parce qu'au début, en fait, quand on a commencé le Six Sigma et le Lean, c'est essentiellement orienté client.
on a tout fait pour répondre aux besoins des clients. De plus en plus, aujourd'hui, on le fait pour les clients internes, donc les actionnaires. C'est pour gagner de l'argent, parce que quand on ne gagne pas d'argent, on n'est pas profitable, et du coup, l'entreprise ferme, et du coup, il n'y a pas de clients. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si on gagne de l'argent, on a une entreprise qui marche, on peut développer les clients ou le marché. Mais si on satisfait les clients et on n'est pas profitable, il y aura pas elle ne va pas durer longtemps la satisfaction client parce qu'on ne peut pas continuer. Et donc j'insiste bien sur cette phrase de Winston Churchill qui dit que l'amélioration c'est le changement. Et on reviendra un peu plus tard dans la présentation. Aujourd'hui, il y a peut-être 15 ans, les outils Minitab, Six Sigma, le Lean, tout ce que vous connaissez, c'était 80% d'une démarche d'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, c'est 20%. Les 80% restants, c'est la stratégie, c'est la gestion du changement ou le management du changement. Et c'est très important. Dans les années 90, les années 2000, là, dans les 15-10 ans qui viennent de précéder, en fait, on a utilisé beaucoup d'outils. J'en ai cité quelques-uns, quelques outils, quelques méthodes, mais globalement, il y a une bipolarité, on va dire. Si on fait la moyenne, on fait le Pareto, il y a des gens qui appliquent du Lean, d'autres qui appliquent du Six Sigma, et puis au milieu, il y a d'autres qui essaient d'appliquer les deux. Globalement, ça fonctionne plus ou moins bien, mais il y a quand même une bipolarité entre le Lean, qui est essentiellement dans le manufacturing, ensuite il a migré vers les services, et puis le Six Sigma dans les entreprises industrielles, avec une technicité, avec une technologie bien déterminée. Donc, à savoir que quand on parle d'excellence opérationnelle ou performance opérationnelle, ça concerne les processus, ça concerne les produits et ça concerne les organisations. Néanmoins, vous remarquez qu'il y a un focus, il y a une concentration sur les démarches process. On parle beaucoup de process excellence, quand on parle de Six Sigma, de Lean, ce sont des démarches orientées processus. Ce ne sont pas des démarches nécessairement orientées produits ou organisation. Donc on a laissé un peu tomber ce côté-là, enfin les deux piliers, le produit et l'organisation, et aujourd'hui on revient en arrière, on dit on ne peut pas faire que du processus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que parfois ça ne rapporte pas beaucoup de gains. Ça ne marche pas parce qu'on est obligé aussi d'avoir de l'excellence opérationnelle dans les organisations et sur les produits. Donc, excellence opérationnelle concentrée sur les processus. Donc, vous connaissez tous. Donc, essentiellement, on a utilisé deux méthodes qui sortent du lot. C'est le Lean et le Six Sigma. Ou le Lean Six Sigma, si vous voulez, est utilisé de façon combinée. Donc ça a donné beaucoup de résultats, beaucoup de satisfaction, en particulier pour les clients. Et juste un rappel, et puis je passe à l'étape d'après. Le Six Sigma, vous connaissez tous, je ne vais pas revenir en détail sur les technicités. Ce qui a montré, ce qui a permis de faire, c'est que les données peuvent nous dire beaucoup de choses. Et quand on parle de variation, on montre l'exemple ici, les cartes de contrôle, les outils statistiques, les outils Minitab ont permis quand même de mettre l'accent sur l'utilisation, l'interprétation des données pour prendre des décisions. Et ça, c'est très important. Donc, à cet exemple-là, on dit qu'on a une moyenne de performance de livraison dans 28 jours, donc on est très bien, on est content. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne regarde pas ça, on regarde la variation. Quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup de mois où on a livré, ou de jours, on a livré au-delà de la demande client, au-delà du target, et donc on n'est pas du tout performant. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est que le Six Sigma a permis d'utiliser ou de limiter les risques, d'utiliser le management des risques. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas, là c'est l'exemple d'outils de capacité, mais c'est pour dire quoi? Pour dire qu'on utilisait les outils Six Sigma pour limiter les risques. Pourquoi? Parce que même si on est dans les tolérances,
dans les spécifications clients, ce qui est important, c'est de dire, je vais travailler pour avoir des processus performants qui sont très bien centrés pour pouvoir limiter mes risques. Je peux être conforme, je peux ne pas travailler sur ce process-là parce qu'il répond aux besoins. Par contre, il y a un risque. Donc ça a bien mis en avant l'utilisation des outils Six Sigma pour limiter le risque. Et ça, c'est très important. Alors, beaucoup de gens, avant, ne comprenaient pas pourquoi on travaille sur les processus. Pourquoi on essaye d'être plus capable parce qu'on répond aux besoins clients. Parce qu'il y a un risque important et donc on essaye, surtout les process en pharmacie, les process en médical, les process très haute technologie, on essaye en aéronautique, on essaye de limiter les risques au maximum. Le Lean, vous connaissez tous, et il a eu le focus sur l'élimination des wastes ou des gaspillages, tout en se concentrant sur la réponse, la satisfaction du client en termes de coût, en termes de délai essentiellement. Et on a développé une certaine, on va dire, une certaine culture de dire on fait la chasse au gaspillage, c'est très bien. Ça, c'est la première, je dirais, la première étape. Ce qui est important, c'est qu'on arrive maintenant, avec l'approfondissement qu'on a eu sur le Lean, de mettre l'accent sur les causes racines de ces gaspillages-là, qui sont ici à gauche. Et à la fin, on arrive à faire l'analyse de la valeur, non uniquement par rapport à la qualité, mais l'analyse de la valeur par rapport au coût, par rapport à la livraison, par rapport à la qualité et par rapport au risque. Parfois, on fait des choses, des tâches pour essayer de limiter le risque, mais toutes les tâches pour limiter le risque ou manager le risque ne sont pas nécessairement à valeur ajoutée. Vous prenez n'importe quel processus pour la sûreté nucléaire, il y a énormément de gaspillage dans ces process-là. Bien entendu, et je termine là pour le rappel sur les démarches de Lean Six Sigma. Les démarches Lean Six Sigma s'appliquaient très très bien pour beaucoup de processus qui ont beaucoup de données et beaucoup de répétitions. Et ne s'appliquent pas du tout, enfin en tout cas n'ont pas donné des résultats probants pour tout ce qui concerne les processus, on va dire, artistiques. Le terme artistique veut dire qu'ils ne sont pas encore bien formalisés, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, ils ne sont pas répétitifs. Il n'y a pas de mesure. Et en tout cas, il y a quelques difficultés à mettre en place le Lean Six Sigma pour les processus engineering. Gros processus engineering, hein, je parle quand on travaille sur chez Alstom Transport ou Alstom ou Arriva ou des process engineering sur un cycle de 3-4 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très difficile parce que il y a le problème de répétition. Il faut vraiment trouver qu'est-ce que ça veut dire une répétition. C'est quoi l'unité qui va se répéter. C'est quoi mon process. Et ça, c'est une difficulté parce que le temps passe vite et on a du mal à trouver. Parce que parfois, tous les projets ne se ressemblent pas. Donc il faut vraiment beaucoup d'efforts pour ça. Ensuite, il y a les autres process où on a de la répétition, mais par contre, il n'y a pas de mesure. C'est essentiellement le process de service. Là, je dirais, c'est un peu plus facile parce qu'il suffit de mettre en place des mesures. L'erreur qui est souvent faite, c'est que on lance des projets Lean ou Six Sigma, on n'a pas de mesures et donc on continue à le faire et à la fin on se limite à faire du NAMDEC pour toute la phase mesure ou analyse, quoi. Je l'ai passé je suis Master Black Belt, j'en ai coaché plein de projets où souvent le seul outil utilisé c'est l'AMDEC parce qu'on n'a pas de mesure, on dit on a fait un projet. Donc parfois il suffit juste d'arrêter, mettre en place d'abord les mesures nécessaires et ensuite recommencer après. Et ça c'est important, quoi. Donc on peut le faire bien sûr, mais les résultats ou l'impact sera moindre. C'est ça qui est important à savoir. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris sur l'application de l'excellence opérationnelle ou ces méthodes qui sont le Lean Six Sigma dans les 10 dernières années? La première chose, en tout cas moi, ce que j'ai appris, c'est que on doit vraiment mettre le focus et l'accent sur la performance ou l'objectif de performance et pas sur les outils. Les outils, c'est pas important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de dire par les citations qui sont là.
l'outil n'est pas important, le choix de l'outil est très important. Si on choisit un outil, on se trompe dans le choix, c'est vraiment très critique, parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Mais par contre, l'outil lui-même, c'est pas important, peu importe ce que j'utilise. Est-ce un outil statistique ou pas statistique? Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. On dit souvent que on n'apprécie pas un artisan pour ses outils, mais pour le travail accompli. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il faut vraiment un focus sur la performance et jamais sur les outils. Et on a vu quand même pas mal d'entreprises où on lance un programme large, un rouleau compresseur, on fait beaucoup de formations, beaucoup de projets, et souvent on ne sait même pas quelles sont les problématiques à traiter. Il faut trouver un sujet, il faut trouver un projet, donc on passe beaucoup de temps à essayer de trouver c'est quoi un sujet qui va être applicable, qu'on peut utiliser en formation Black Belt, etc. Et donc ça, les entreprises ont souffert. J'ai vu ça chez Taïko, Catherine peut en témoigner, elle est là, un ancien collègue, chez Areva, chez Alstom ou d'autres, quand j'étais dans l'électronique ou dans l'automobile. Sincèrement, c'est vraiment un truc important. Il faut vraiment, la première chose, c'est la performance à atteindre et les objectifs. Deuxième enseignement, et ça, pour moi, c'était très important dans ma carrière. J'ai commencé dans la qualité. Ensuite, j'ai commencé à faire autres piliers. Aujourd'hui, je travaille bien sur le coût. Je suis directeur de réduction de coût pour la business unit. Et donc, le coût est un pilier sur lequel l'excellence opérationnelle a travaillé. Il y a la qualité, il y a le coût, il y a le temps, il y a le risque. Il y a l'innovation, il y a plusieurs choses. Donc la qualité n'est pas le seul. Et j'en ai vu des entreprises qui sont concentrées à faire des projets sur les défauts. Ça se réduit beaucoup au traitement des défauts, les retouches, les réparations, etc. Donc c'est vraiment sur le problème, un rendement qui n'est pas bon, et donc on traite la partie qualité. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire bien sûr, mais il ne faut pas se limiter à ça. Sinon, l'impact ne sera pas important. L'impact au sein de l'entreprise, l'impact à l'extérieur des entreprises, vers les clients, vers les fournisseurs, ne sera pas celui qu'on attend. Troisième enseignement, il faut vraiment qu'on aligne la stratégie de l'excellence opérationnelle. Si vous êtes en charge de choisir les projets, de lancer une démarche, par rapport aux besoins de l'entreprise. Il est très important de choisir ce qu'on fait, ce qu'on doit faire dans l'excellence opérationnelle par rapport aux besoins. Il faut se calquer par rapport aux besoins. Et ce n'est pas juste les valeurs de l'entreprise, hein. C'est vraiment aux besoins concrets, très, très, très financiers. Parce que malheureusement, les top managers, nos CEO, nos directeurs généraux, ne parlent que finances. Ils parlent que revenus, marge, AFO, etc. C'est ça qui les intéresse, parce que c'est ça, je dirais, l'indicateur final. D'accord? La satisfaction client, oui, mais on la mesure une fois par an, une fois tous les 2 ans. Donc l'indicateur qui revient chaque trimestre, c'est quand même les indicateurs financiers. Et ça, personne ne peut discuter. Ça impacte tout le monde, quoi. Donc ça, c'est important. Je vous ai montré un guide que j'utilise, que j'ai toujours utilisé, c'est qu'est-ce qu'on lance comme objectif de performance et dans quel cas. Par exemple, quand on a des ventes qui sont en augmentation et qu'on a une marge qui sont en augmentation, voilà, essentiellement, il faut se focaliser sur l'amélioration de la capacité de production des opérations, et il faut limiter le risque. Parce que quand on est en croissance, quand on fait beaucoup de volume et beaucoup de marge, le risque augmente. Donc il faut travailler sur la réduction des risques. Et quand on est par exemple, les ventes sont en diminution et la marge en diminution, il faut travailler sur la réduction de lead time, parce que là, le lead time devient un avantage concurrentiel pour pouvoir prendre des marchés, pour pouvoir concurrencer les concurrents, et il faut travailler sur la productivité, parce que de toute façon, dans les moments difficiles, il faut doubler les efforts, il faut être beaucoup plus compétitif, beaucoup plus productif. Donc il faut travailler sur la réduction, enfin sur l'amélioration de la productivité, mais aussi sur l'amélioration de la qualité, parce que c'est aussi un avantage concurrentiel. Donc voilà, ça vous donne un exemple, en tout cas quelques guidelines, qui sont, c'est pas exhaustif, mais sur quoi il faut calquer, lier ces projets, ces programmes, pour avoir de l'impact
pour être écouté par les directeurs financiers et par les directeurs généraux des entreprises. Et ça, c'est très, très important. Ensuite, quatrième enseignement, j'ai toujours dit avant de délivrer, essayer d'améliorer le lead time du processus sur lequel on travaille, il faut vraiment qu'on fasse un travail sur nous-mêmes, qu'on livre nos projets Lean ou nos projets Sigma dans les délais. Souvent, on lance un projet, malheureusement, il y a beaucoup de difficultés et ça traîne. On livre pas les projets enfin, en tout cas, je parle en général. Et, bien sûr, il y a des exceptions, mais les projets, on les lance pour que ça soit fini en 6 mois. Voilà, en général, c'est jamais 6 mois, c'est un peu plus, c'est 9 mois, c'est 1 an. Et donc, le top management est sensible à ça. Parce qu'ils veulent des résultats rapides, parce qu'ils disent ça traîne trop, on n'a pas d'impact, etc. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver les moyens, peu importe les moyens, trouver comment faire en sorte que les projets se terminent très vite, quitte à réduire souvent le scope des projets pour à finir vite, avoir un impact sur quelque chose de précis et lancer d'autres choses. Ça, c'est très important. Donc, la direction générale, souvent, avant de regarder le lead time des process que vous avez réduits, regarde, vous avez mis combien de temps, quoi. Vous avez mis 2 ans à réduire le lead time d'un projet de livraison d'un produit A de 40 jours, mais vous avez mis 2 ans, donc 2 ans c'est trop. Enfin, il y a beaucoup de variables qui changent. Les clients changent, l'environnement concurrentiel change, le produit lui-même n'est plus le produit phare de l'entreprise, donc il y a énormément de choses. Donc ça, c'est crucial. Ensuite, un autre enseignement qui est important aussi, c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je le répète, il ne faut pas focaliser ou concentrer vos efforts sur l'amélioration des processus. Il faut aussi améliorer les produits, que ce soit à travers le design for Six Sigma, que ce soit à travers le design to cost, que ce soit... il y a beaucoup d'outils qui font qu'on arrive à améliorer les produits. Moi, je fais beaucoup de design to cost parce qu'aujourd'hui, on est confronté à la problématique de la compétitivité, donc on a des prix qui sont pas bien positionnés, donc on n'arrive pas à vendre. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Le management, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vendre, avoir des revenus. Et pour vendre, il faut avoir un prix qui soit inférieur à celui du concurrent. Et pour faire ça, il faut lancer du design to cost parce qu'on doit réduire les coûts. Et donc c'est beaucoup plus rapide que certaines d'autres techniques qui permettent des améliorations, mais qui ne sont pas significatives, on va dire. Les organisations, pareil, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement des méthodes bien éprouvées, bien structurées, comme le DMEC ou le DFFS ou d'autres, mais moi je fais mon analyse, je dois réduire 30% d'un coût d'un projet, je vois que en passant le taux horaire de 80 € par heure en Allemagne à 31 € en Pologne, le calcul est vite fait et c'est pas la peine de faire 6 ou 7 projets Six Sigma parce qu'ils vont avoir 1% d'impact ou 2% sur la globalité. Alors que là, on fait tout de suite les 30%, 35% en 6 mois. Donc ça, c'est très important. Ça n'empêche pas de travailler sur les autres, mais je veux dire la décision a été de réduire de 30%, il faut choisir le bon outil. Et si travailler sur les organisations, délocaliser, localiser, internaliser, externaliser, peu importe le choix, et si celle-là, il faut pas hésiter, il faut faire d'abord. On fait le gain qui est demandé pour survivre, pour répondre aux besoins des actionnaires et des dirigeants. Ensuite, il y a peut-être besoin de faire d'autres améliorations. Donc, il faut vraiment considérer les améliorations non seulement sur les process, ce qu'on fait bien, depuis une quinzaine d'années, mais aussi sur les organisations et sur les produits. Bien que sur les organisations, il n'y a pas des méthodes éprouvées, il n'y a pas des choses un peu structurées, ça va venir dans le temps. Il y a commencé à avoir des choses pour structurer comment on arrive à optimiser les organisations. Un dernier enseignement. Moi, j'ai toujours refuser de faire un programme ou des projets Lean ou Six Sigma pour accompagner un restructuring
ou on va dire une restructuration, parce que c'est pas du tout approprié. En fait, il faut surtout attendre que le restructuring est fait, c'est-à-dire on a coupé les ressources de temps. Ça a été une décision managériale ou une décision de l'actionnaire, c'est fait, on n'y peut rien. Ensuite, l'excellence opérationnelle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire en sorte que les processus marchent, fonctionnent avec moins de ressources. Une fois que la décision est faite, les gens qui sont sur place, ils sont là pour l'avenir, donc on peut travailler avec eux. Par contre, travailler dès le début ou dire « lancez-moi des projets lean pour savoir combien je vais réduire, combien de… » Là, c'est vraiment voué à l'échec et en fait, vous avez tout le monde à dos et ça marche pas bien. Donc, conseil, c'est vraiment lancer vos projets une fois que la structuration ou peu importe ce qu'on appelle, le plan social est fait et décidé. Donc, on lance quelque chose pour que les nouveaux processus, avec les ressources qui sont là, qui sont restées, vont fonctionner et répondre aux besoins des clients et besoins de l'entreprise. Voilà, le dernier, et pas le moindre, c'est qu'il faut vraiment développer un lien entre les leviers. On a parlé des leviers de l'excellence opérationnelle. On travaille sur la qualité, on travaille sur le coût, on travaille sur le délai ou le lead time, on travaille aussi sur le safety ou sur le risque. Et donc, parce que si on maîtrise le risque, il y aura moins de dépenses. Enfin, on va moins approvisionner de l'argent pour le dépenser s'il y a un problème de risque. Et donc faire le lien entre les leviers-là avec votre structure financière, que les dirigeants comprennent que quand je travaille sur le délai, ça va impacter le working capital, ça va impacter le cash flow, et donc ça c'est important d'avoir cette structure. Donc vous avez des comptabilités ou des structures financières qui sont différentes, mais ce qui est important c'est de faire le lien. En tant qu'homme ou femme de l'excellence opérationnelle, vous devez de faire ce mapping pour que vous pouvez facilement faire le lien entre un projet dans le levier et le lead time et l'impact business, quoi. Et c'est avec ça que vous parlez management. Vous parlez dire, j'ai un projet A qui va impacter le cash flow avec un pourcentage de 1% ou 2%. Et là, c'est un langage qui est compris vite fait. Donc on fait le lien entre on va dire, les paramètres physiques qu'on connaît tous et le monde un peu financier qui est malheureusement toujours pas facile à comprendre, mais en tout cas c'est très important. Alors, comment on voit, donc comment je vois l'excellence opérationnelle demain, ou comment vous voyez l'excellence opérationnelle demain? Est-ce qu'on va continuer à faire de la même chose? Est-ce qu'on peut faire des choses différentes? Je pense qu'on va continuer à faire la même chose, sauf que pour moi, il y a un paramètre qui est important, qu'aujourd'hui toutes les entreprises cherchent à la maîtriser, c'est le speed ou la vitesse. Donc quand on parle de vitesse d'exécution, donc on parle de temps ou donc de lead time, lead time de n'importe quel processus ou n'importe quel développement de produit. Donc le temps, aujourd'hui, le paramètre temps est pour moi le paramètre recherché par toutes les entreprises pour pouvoir être devant tous les autres. Pourquoi? Parce que la qualité devient un basique en fait. On va dire, dans le diagramme de Kano, la qualité était peut-être il y a 15 ans, 20 ans, c'était un delighter. Aujourd'hui, c'est parmi les basiques. Donc, bien sûr qu'on doit livrer selon le besoin client, avec une qualité irréprochable, et c'est ce qu'on attend de toutes les entreprises. Par contre, le délai, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas tous la même vitesse d'exécution, ça dépend de notre productivité, ça dépend du moyen qu'on met en place, etc. Donc ça, c'est important. En tout cas, ma vision des choses, c'est celle-là. Donc le speed ou la vitesse d'exécution est le paramètre clé, l'avenir sur lequel va se focaliser l'excellence opérationnelle. Donc pour avoir un impact
sur la performance et les résultats des entreprises, il faut vraiment qu'on maîtrise, qu'on travaille beaucoup sur la vitesse d'exécution ou les lead time des différents processus. Donc quand on parle de performance, quand on parle d'excellence opérationnelle, bien sûr on parle de performance, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire être performant? Est-ce que quelqu'un peut suggérer une réponse? C'est quoi performant pour une entreprise? Pardon? Donc, on parle de réaliser cet objectif en moindre temps, en moindre ressources. Donc quand on parle de moins de ressources, moins de temps, c'est ce qu'on appelle l'efficience. Hein? Vous savez que l'efficience, c'est l'efficacité à moindre coût. Hein? Pour ceux qui cherchent une définition de l'efficience, c'est l'efficacité à moindre coût. L'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est atteindre ses objectifs. Peu importe les objectifs, que ce soit sur la qualité, les thèmes, le coût, les objectifs de l'entreprise. Donc l'efficience, c'est la performance. Et donc ça rejoint bien ce que je viens de dire avant. Parce qu'on dit moindre coût. C'est quoi moindre coût? C'est plus productif. Plus productif, ça veut dire quoi? Moins de temps. Je passe moins de temps. C'est le speed. C'est la vitesse d'exécution. Et donc, c'est très, très, très important. Et ça, c'est d'avenir. Et comment on définit l'efficience? C'est être efficient, c'est être efficace à moindre coût ou à high speed. D'accord? Puisque quand vous exécutez plus rapidement, un projet, au lieu de livrer un train ou un pont ou centrale électrique en 3 ans et demi, vous la livrez en 3 ans, 6 mois de gagné, c'est énorme. 6 mois de gagné, c'est beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'on appelle l'efficience recherchée. On a livré ce que demandent les clients et on a livré du bénéfice aux actionnaires et à l'entreprise et tous les employés, parce que c'est redistribué en participation, une partie des intéressements. Donc tout le monde est content. Donc, ce qu'on recherche, c'est pas l'efficience locale ou localisée. Ce qu'on recherche, c'est l'efficience globale. C'est ça qui est important. Donc, on peut, dans son entreprise, il faut faire le mapping. Quelles sont les chaînes de valeur? J'ai une chaîne de valeur de développement du produit, et une autre chaîne de valeur qui est exécuter les projets. Je parle de la mienne, hein, exécuter les grands projets. J'ai un contrat d'une centrale, on exécute les projets, je livre à la centrale. Un autre chaîne de valeur, c'est service. J'ai un contrat de maintenance et je exécute ce contrat de service. Tous les autres processus sont des processus support. Donc ce qui est important, c'est que mes chaînes de valeur, les 3 chaînes de valeur, soient efficientes. Même si j'ai des problèmes d'engineering, mon process engineering, mon process, je ne sais rien moi, de planification, de logistique, de sous-traitance n'est pas performant, peu importe. Il est là pour supporter la chaîne de valeur. Si la chaîne de valeur est efficiente et rentable, je ne touche pas aux autres, je ne touche pas au processus logistique ou sous-traitance. Parce que ma chaîne de valeur est profitable. En revanche, si elle n'est pas, dans ce cas-là, je commence à me poser la question, quels sont les contributeurs? Et là, on revient dans le Six Sigma, Y égale F de X. Quels sont les contributeurs pour que ma chaîne qui fait que ma chaîne de valeur n'est pas profitable? Et donc, je détermine quels sont les process sur lesquels je dois travailler ou améliorer pour justement faire en sorte que l'efficience soit globale. Donc, gardez bien en tête, c'est l'efficience globale qu'on recherche de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas travailler sur tous les processus. Et ça, c'était l'erreur, enfin, y compris la mienne, qu'on choisit les process, dit celui-là, il n'est pas bon, allez, on travaille dessus. Parce qu'on ne regarde pas les bons KPI. On regarde les KPI qui sont individuels, des processus. Non, il faut regarder les KPI financiers, je vous ai montré tout à l'heure. Faire le lien entre les différents leviers et les KPI financiers de l'entreprise. Et quand on comprend ça, ce lien-là, là, je travaillerai sur la chaîne de valeur et pas sur les processus individuels. Donc, quel est le moyen d'être efficient globalement? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de réponse magique. J'essaye de vous donner quelques guidelines pour, en tout cas, mon expérience là-dessus. Il faut lier votre programme ou votre culture excellence opérationnelle à la stratégie. C'est un b.a.-ba. On a tous vu ça partout. Mais bon, il faut le faire. Ensuite, il faut utiliser les méthodes et les outils de façon
intelligente. Je reviens là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de... Pour moi, dans les 15-20 dernières années, il y a beaucoup d'utilisation d'outils. Parfois, on lance des projets pour lancer des projets, pour former les gens. C'était pas nécessairement orienté performance. Il n'y avait pas l'output, quoi. Ensuite, il ne faut pas être un ayatollah de Six Sigma, et j'en étais à un moment donné, ou de la P-Value, peu importe. Et il faut vraiment choisir le bon outil au bon endroit pour la problématique qui convient bien. Peu importe l'outil. Je répète, l'outil n'est pas important, choisir l'outil est crucial. C'est ça qui est important. Le troisième, c'est aligner chacun dans l'organisation aux objectifs de performance et obtenir l'adhésion ou l'acceptance. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Donc, j'ai choisi les projets ou les initiatives qui sont là par rapport aux différents piliers, la contribution aux piliers qualité, les times, réduction du coût et standardisation, modularisation. Donc, au sein d'Alstom Power, on a un programme qui s'appelle Dedicated to Excellence, donc le trigramme qui est là, D2I, et donc qui se focalise sur les 4 là, plus safety, le risque. Donc, je ne parle pas de risque ici parce que c'est quelque chose qui est un peu confidentiel, donc je ne veux pas le traiter ici. Et par contre, voilà, les 4 piliers sont là, et voilà les démarches que j'ai choisies parmi celles que je vous ai montrées auparavant. Donc, il y a du lean, il y a du design to cost, il y a le redesign, il y a la mise en place d'outils tout simplement ERP pour le développement du produit, ceux qui connaissent le PLM. Il y a encore du design to cost, il y a la standardisation de produits, il y a les lean sur tous les process d'exécution en France. Il y a déploiement de SNOP, il y a la standardisation d'un autre produit qui s'appelle Controgène pour les excitations. Il y a l'amélioration de la productivité des équipes qui font du développement logiciel en Inde. Et il y a aussi livraison, on appelle ça deliver on time, délivrer nos projets à l'heure et sans dégradation de marge. Ça veut tout dire, mais globalement on l'applique comme ça parce que dedans, il y a un peu de tout. Il y a de la productivité, il y a des process qui sont pas lignes, etc., etc. Donc, on s'est focalisé là-dessus et tout le monde était d'accord sur l'impact des initiatives par rapport aux piliers, et il y avait un sponsor du comité d'action par pilier, et on a travaillé là-dessus. Donc ça, c'est l'alignement. Ensuite, je dis la deuxième chose importante, c'est bien utiliser les outils et les méthodes. Je prends il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples, je vais me limiter à un ou deux cas. Le premier cas, en tout cas mon témoignage, c'est que la VSM ou la Value Stream Mapping, c'est un outil qui est fantastique, c'est un outil qui vous facilite la vie si vous l'utilisez convenablement et quand il le faut. C'est un outil qui est compris par le management ou le comité de direction. C'est quelque chose qui est visuel, c'est quelque chose qui est rapide à mettre en place. En général, c'est un workshop d'une semaine pour faire la mesure et l'analyse. Ensuite, il faut une semaine pour définir un vrai plan d'action avec les risques, le budget, etc. Et ensuite, c'est le suivi. Et ça a beaucoup d'impact parce que c'est rapide, parce que c'est visuel, parce que c'est quand même un outil formidable. Ça ne nécessite pas beaucoup on va dire, de complexité de gestion de projet. Donc, personnellement, je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise toujours, que ce soit chez Areva, chez Alstom ou ailleurs, sur des flux logistiques intersites, par exemple. On fait un mapping sur des usines qui sont clients-fournisseurs et on arrive vraiment à gérer les flux sur des produits, sur un process engineering, tout simplement, en développement logiciel ou un process tout simplement de manufacturing. On arrive vraiment à trouver des leviers très simple, très important, et c'est rapide. Donc ça, c'est je montrais un exemple, même si on ne voit pas, je fais exprès qu'on ne voit pas les données, bien sûr, mais en haut. Mais globalement, vous avez un résumé ici. Donc ça, c'est un process sur le développement de logiciels. On fait tous nos développements de logiciels en Inde. Donc on a mis en place cette VSM pour voir quels sont les leviers, sur un process qui n'est pas simple, parce que quand on parle développement logiciel,
il y a très peu quand même il n'y a pas beaucoup de démarches Six Sigma ou Lean qui se focalisent sur le développement logiciel, vraiment dans le codage, quoi, comment coder les logiciels. Et donc, on a fait ça en détail, on a mesuré le CCPP, c'est centrale cycle combiné gaz, c'est une centrale à gaz avec cycle combiné, une turbine à gaz et une turbine à vapeur, et un cycle STTP, c'est une centrale à vapeur, donc à charbon. Donc, on trouve on peut mesurer énormément de choses. Il suffit de choisir les bons indicateurs. On peut mesurer le temps travaillé, le temps qui est booké dans les projets, c'est-à-dire qui va donner la valeur financière du projet, combien ça m'a coûté le projet. Et on peut mesurer la productivité, mais je peux mesurer le taux de retouche. Le retouche, c'est pas comme en manufacturing, mais c'est tout simplement un code que je programme et puis finalement je le reprends derrière parce qu'il n'est pas bon du premier coup. Donc, on peut mesurer énormément de choses. Donc, ça, c'est la vue globale. Je peux vous montrer que, ensuite, l'analyse VSM vous permet aussi de dire, comme dans toutes les analyses VSM, il y a des boucles. Dans la théorie, vous avez toujours la boucle manufacturing, la boucle fournisseur et la boucle client. Il faut être un peu plus intelligent dans l'utilisation et il faut dire quelles sont les différentes zones, on va dire, différentes boucles. Là, on a trouvé une activité qui est en amont, qui n'est pas dépendante en fait du nombre d'IO. Le nombre d'IO, c'est un peu la volumétrie d'une centrale. On dit il y a tant d'entrées-sorties, donc c'est le nombre de signaux en fait qui sont transmis. Et notre activité en aval, qui elle aussi n'est pas dépendante du nombre d'IO, donc de cette variable qui varie d'un projet à l'autre. Donc ce sont des activités qui sont communes à n'importe quel projet. Ce sont des activités qui sont liées justement à la spécificité du projet, au nombre d'IO, au nombre d'entrées-sorties, donc au nombre de signaux que je dois mettre dans les centrales, et donc au nombre de codes ou nombre d'entrées-sorties que je dois coder. Et vous avez aussi des activités de reporting, de reporting financier, de suivi du projet, etc., où les gens mettre les heures et les books sur le projet. Donc financièrement, c'est important. Par contre, ça n'influence pas le lead time, parce que le lead time, le chemin critique, il est là. Et cette partie-là n'influence pas. Donc si je travaille sur le lead time, je laisse tomber ça. Si je travaille sur le coût, bien sûr, je vais travailler aussi sur celle-là. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Ça, c'est la même chose sur l'autre centrale, la centrale à charbon. Et à la fin, on peut avoir des choses comme ça. On a sur ces activités-là, on va dire cette activité dépendante du spécificité du projet ou des clients ou des exigences clients, quelles sont mes données, et les activités amont et aval qui sont complètement indépendantes et sont communes à tous les projets, et donc je peux les standardiser, et que vous voyez là, je suis à 100 jours, 537 jours, et l'objectif c'est d'être à 90, je ne sais plus combien j'ai mis là, ouais, 90 jours. Voilà. Il faut vraiment descendre de 500 à 90, parce qu'on se rend compte que les gens font des choses qui sont inutiles, complètement inutiles. Et donc là, je définis mes mesures, je définis mes targets pour pouvoir répondre aux besoins financiers. C'est-à-dire, je dois livrer un projet avec 5% de marge nette ou 6% de marge nette. Quel serait mon coût ? Et on peut même descendre dans le détail, c'est-à-dire dans une centrale, il y a des packages, il y a ce qu'on appelle les équipements électriques, ou le water cycle, c'est-à-dire le cycle eau-vapeur des centrales, la chaudière, celle qui fait le vaporateur, le balance of plant, la STTG, enfin il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de domaines, donc on peut descendre dans le détail de la mesure, et tout ça à travers la VSM, pour faire quels sont le nombre d'entrées et sorties, quelle est en fait ça c'est la productivité, le temps travaillé, et ainsi de suite. Donc pour les deux cas. Et je peux même, en se fixant des objectifs, je peux savoir quels sont les domaines, quels sont les packages sur lesquels je dois améliorer. Ceux qui sont là, ils sont en dessous de l'objectif, en tout cas que j'ai effectué, c'est ma fameuse capacité qu'on fait le Six Sigma, là, la performance target, et donc je vois très bien ce qui sort de target, donc sur lequel je dois me focaliser. Et donc là, je vous ai montré deux domaines. Hein. Là, il y a ce qu'on appelle le Mimic Area, c'est un domaine où on fait le logiciel, mais un peu spécifique, et puis l'autre c'était la logique. Donc il y a deux domaines différents, donc deux programmations différentes, donc il faut vraiment aller dans le détail.
Et on ne peut pas juste mesurer une valeur de productivité, dire je peux améliorer. Il faut vraiment aller dans le détail. Mais ça, c'est faisable. C'est en une semaine, 10 heures par jour, pendant une semaine, on arrive à ce genre de résultat et qui a permis à la fin de faire un saut de 30% de productivité. Qui fait à peu près sur un projet de DCS de 5 millions, 30%, vous faites le compte, c'est quelque chose qui est important. Donc le cas 2, ou le deuxième exemple, ou deuxième étude de cas que je voudrais souligner, c'est l'utilisation de TOC. Je ne sais pas si TOC, c'est la théorie des contraintes, et en particulier le CCPP, Critical Chain Project Management, c'est un domaine de la TOC. Je ne l'ai pas dit, mais je suis membre de l'Observatoire français de l'excellence opérationnelle, mais je suis aussi membre du conseil d'administration de TOC France, où en fait on promouvoit l'utilisation de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes est une démarche comme le Lean, comme le Six Sigma, à part entière, qui s'est développée par Goldratt il y a 20 ans, 25 ans, et aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, en Europe, c'est très peu, mais il y a des entreprises qui l'utilisent. Il y a des entreprises qui l'utilisent. Il y a quelques pilotes chez Areva, il y a quelques entreprises, même dans l'armée française, qui utilisent la TOC pour essayer de réduire les délais. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus adapté, on va dire, aux grands projets. Quand on a un projet sur 10 ans, sur 5 ans, sur 6 ans, quoi. Et donc, le focus est sur comment je gère les ressources critiques, comment je gère la problématique du planning, un petit peu moins sur comment j'exécute le process, mais surtout comment j'utilise mes ressources critiques, comment je planifie. Et ça, c'est important. Parce que quand on ne répond pas au budget, pourquoi? Parce que, soit on a exécuté mal, donc un problème de productivité, donc on a un problème dès le départ de planification et de ressources. J'insiste, il faut vraiment s'ouvrir l'esprit, utiliser tous les outils, toutes les méthodes nécessaires. Et moi, je l'ai utilisé pour un certain nombre de cas, et c'est très très bien. Je connais bien le Lean depuis 15 ans, et je trouve que c'est beaucoup plus approprié pour réduire les délais de projets, en tout cas les projets engineering, quand on a un cycle de projets de 3, 4, 5 ans, quoi. Je montre un exemple ici juste pour vous dire que voilà, le CCPP ou la Critical Chain Project Management, il se focalise en particulier, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs principes, mais en particulier sur le multitasking. Il dit que le multitasking, le multitâche, c'est vraiment quelque chose c'est l'ennemi. C'est comme la variation dans le Six Sigma. Et donc, du coup, on montre l'exemple ici. Vous avez un ingénieur en chef qui est une ressource critique, qui travaille sur 3 projets, le projet A, le projet B, le projet C. Donc, globalement, il va travailler une semaine sur le projet A, la semaine suivante sur le projet B, la semaine d'après sur le projet C, parce que c'est la seule personne qui sait faire ça, et on lui demande de travailler sur tous les fronts. Parce que nos managers, ils ne savent pas dire non, je commence d'abord par le projet A, et j'attends, le client attendra, et il ne faut pas que je m'engage. Non, on s'engage sur tout, parce qu'on rentre les commandes, donc on s'engage sur tout, et on demande aux personnes de travailler sur tout. Et du coup, comme vous voyez, là, faites le compte, pour un projet, on a besoin que le lead engineer travaille 20 jours, il va faire un 5, donc 20 jours il a travaillé, mais par contre, le lead time pour finir le projet A, il est de combien? Il est de 50 jours. Le lead time pour finir le projet B, il est de 50 jours. Le lead time pour finir le projet C, il est de 50 jours. Alors que le temps nécessaire, c'est que de 20 jours. 20. Vous voyez que quand on fait du multitasking, là je schématise, c'est un cas simple, mais c'est un peu plus compliqué. On met 2 fois plus que nécessaire, pas en temps de travailler, mais en lead time. En temps de travailler, ça ne change rien, mais en lead time, ça change beaucoup. Les clients, au lieu d'avoir son projet ou sa pièce en 20 jours, il l'a au bout de 50. Et ça change tout, ça change énormément de choses. Donc la TOC, ou la Critical Chain Project Management, c'est une démarche qui... aujourd'hui, il y a des cabinets de conseil, il y a Maris Consulting, il y a ProChain, il y a beaucoup d'autres choses aux États-Unis qui travaillent sur le sujet. Donc ça, ouvrez-vous
essayez de vous renseigner, mais il y a beaucoup de problématiques de lead time qui peuvent être résolues à travers la TOC. Le troisième cas, c'est l'utilisation de design to cost. Je pense que je ne vais pas trop m'étaler, je l'ai déjà signalé. Quand on veut réduire le coût, vous savez qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs leviers. Il y a essentiellement, on doit redesigner le produit. Et deuxièmement, on doit optimiser le sourcing. Troisièmement, on doit faire un process lean et améliorer la productivité des gens qui travaillent sur le process. Et puis quatrièmement, c'est l'execution model. C'est-à-dire, je le fais en Pologne, je le fais ici, je le fais en sous-traitant, en fabless, etc. Le modèle d'exécution. C'est ça, les 4 variables sur lesquelles je dois jouer pour améliorer le coût de mon projet ou de mon produit. D'accord ? Et donc, le truc le plus souvent qui a marché, et je l'ai beaucoup utilisé, c'est redesigner le produit. Quoi. Parce qu'on le connaît, parce qu'on fait une innovation supplémentaire, on sera toujours en avance par rapport aux concurrents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur les autres, hein, mais ça c'est important aussi. Le process, je me suis rendu compte que souvent on fait un pas, mais c'est 3-4%. Quoi. Alors que le produit, quand on fait un pas, c'est 30%, quoi, 25-30%. Et je l'ai appliqué sur 3-4 produits, en tout cas 4, oui. À chaque fois, c'était entre 25 et 30% de réduction du coût, enfin du prix final pour le client. Parce qu'on le fait pour réduire le prix, pour pouvoir avoir des parts de marché supplémentaires. Juste un exemple, là, on prend un exemple d'un projet qu'on a fait sur une gas turbine qui s'appelle le Combi. Et voilà, on s'est rendu compte que nos coûts sont essentiellement sur le hardware. Bien entendu, si les coûts étaient sur le process engineering, on va travailler sur le lean ou la productivité. Mais là, les coûts, c'était essentiellement sur le hardware. Donc, il fallait faire un design to cost. Donc, on a analysé la BOM. Et le design to cost, vous savez que la chose là, très importante dans le design to cost, c'est qu'on travaille sur ce cadran-là qui en fait... on se focalise sur les pièces qui sont là, les composants qui sont là, les pièces qui sont plus chères et faible performance. Et en fait, on fait d'une pierre deux coups. On va réduire le coût et on va améliorer la performance pour le client, parce que ces composants-là ont une faible performance. Je ne vais pas toucher ceux qui sont là parce qu'ils ont une performance acceptable pour le client. Donc j'améliore la performance et je réduis le coût. Et c'est ça le sens même du design to cost ou redesign to cost. Il est beaucoup plus simple de faire du redesign to cost que de faire du design to cost. Un produit existant, je le redesign, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Le design lui-même, c'est un peu plus compliqué. Quatrième cas, parfois, il ne faut pas hésiter à dire non, j'ai pas besoin d'un projet Lean, j'ai pas besoin d'un projet Sigma, j'ai pas besoin de Minitab, ça arrive. Et parce qu'il suffit juste que le management prend une décision pour telle ou telle chose. Parfois, ils ne veulent pas prendre des décisions. Lancez-nous des projets Six Sigma, lancez-nous des projets Lean pour faire telle ou telle chose. Ben, en fait, il n'y a pas besoin. Et en fait, choisir qu'il n'y a pas de méthode ou un outil, c'est déjà un choix qui est pertinent. Et vous connaissez tous la fameuse équation de GE ou de Jack Welch qui dit que l'efficacité est un produit de le choix de la technique ou la stratégie technique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous utilisez, du Lean, du Six Sigma, etc., et les outils qui sont derrière. Mais surtout, le paramètre le plus important, c'est quand même l'acceptance ou la stratégie culturelle. Comment je vais manager l'aspect humain, les relations, et comment je vais faire en sorte que ma démarche, mes programmes seront acceptés. Et ça, c'est très important. Et donc, belle photo. Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, pour vous dire, c'est le jardin de campagne de Marianne. Hein, c'est joli, hein, c'est très zen. Et donc, quand on a ce jardin-là, on ne veut pas bouger. Donc, on est tranquille, on va rester zen. En fait, pour vous dire que le changement, il est surtout difficile à mener dans les conditions de confort. Une entreprise qui gagne de l'argent, ils ne voient pas le besoin pour lancer des projets. Les gens, quand ils gagnent bien leur vie, etc., ils ne veulent pas s'embêter à travailler sur des projets transversaux. Le plus dur, c'est ça. Quand une entreprise perd de l'argent, en général, on arrive à mobiliser les gens. Parce qu'on arrive à montrer les chiffres, qu'on va perdre des emplois, on va perdre des clients, etc. Donc, garder ça en tête, c'est très important.